Bonjour à tous, bienvenue à vous, chers auditeurs. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce tout début d'après-midi pour ce nouveau rendez-vous Culture Champ organisé à l'initiative de la société Bayer en partenariat avec Ternet. Et pour inaugurer cette nouvelle campagne, nous vous proposons un éclairage sur un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment, le carbone. Neutralité carbone, décarbonation, séquestration par les écosystèmes, cela ne peut vous avoir échappé aujourd'hui. Le sujet de l'empreinte carbone liée aux activités humaines et de leurs répercussions en termes d'émissions de gaz à effet de serre s'invite dans tous les débats. Et l'agriculture, on le sait, a sa carte à jouer pour réduire cet impact sur l'environnement, notamment en limitant le recours aux énergies fossiles, en modifiant les assolements, en implantant des intercultures. Mais quand on est à la tête de son exploitation, pas facile de s'y retrouver pour comprendre les enjeux et les leviers. Quelles pratiques mettre en œuvre et pour quels résultats? Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 60 minutes afin de faire un tour d'horizon avec vous. Aujourd'hui, nous accueillons deux experts Bayer pour ce webinaire spécial marché du carbone. Deux experts qui sont des expertes. Bonjour Virginie et Alice. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Virginie Chevalier, vous êtes responsable études chez Bayer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous accueillons également Alice Nolly, qui est responsable projet Carbone France, toujours chez Bayer. Alice, je me tourne tout de suite vers vous. Dites-nous, pourquoi s'intéresse-t-on à l'agriculture quand on parle carbone? Alors effectivement, pour répondre à cette question, il faut se tourner vers le cycle naturel du carbone à l'échelle de la planète. Alors comme vous le savez, la végétation, par son activité naturelle de photosynthèse et de respiration, va prélever du CO2 dans l'atmosphère pour le stocker dans le sol. Et en fait, par cette activité, les sols mondiaux constituent un véritable puits de carbone. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils contiennent 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Alors, à ce phénomène naturel, il faut rajouter les perturbations liées à l'activité humaine, notamment tout ce qui est lié à la combustion d'énergie fossile, que vous voyez en rouge sur la partie gauche de la slide, mais également tout ce qui est lié au changement d'affectation des terres. Parce que si on déforeste une partie pour la transformer en zone agricole ou en territoire urbanisé, alors on va limiter, voire empêcher le phénomène de stockage du carbone dans le sol. Alors, c'est l'initiative 4 pour 1000 qui a mis en évidence et qui a annoncé lors de la COP21 le fait que si on arrive à augmenter de 0,4% par an la quantité de carbone dans les sols, alors ça permettrait de compenser les émissions d'origine humaine. Sachant ça, évidemment, tous les regards se tournent maintenant vers l'agriculture et la gestion des sols, car ici, évidemment, on va avoir un vrai levier pour limiter le réchauffement de l'atmosphère. Alors, que peut faire l'agriculture vis-à-vis de ce constat? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'agriculture est responsable de 19% des émissions de gaz à effet de serre. Ça représente 85 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'agriculture a déjà commencé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elle les a réduites de 8% sur ce laps de temps. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'agriculture peut continuer à diminuer ses émissions, car elle a un vrai potentiel d'atténuation qui a été mis en évidence par une étude de l'INRAE réalisée en 2013. Cette étude a mis en évidence des leviers qui permettent en fait de réduire ses émissions sur une exploitation agricole. Mais au-delà de ce premier point qui est déjà intéressant, on a un deuxième point qui est encore plus intéressant, c'est le fait qu'avec la forêt, la seule activité économique à être capable de stocker du carbone, c'est l'agriculture. Et on a l'étude de l'INRAE de 2019 qui montre que ce sont les systèmes en grande culture qui représentent à eux seuls 86% du potentiel de stockage additionnel des sols français, donc en plus de ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison qu'en fait les agriculteurs ont un rôle très important à jouer, notamment quand ils sont en grande culture. Et justement, Alice, pourriez-vous nous dire quels sont les principaux gaz à effet de serre émis en agriculture? Alors effectivement, en agriculture, on va se focaliser sur 3 grands types de gaz à effet de serre, qui sont le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Alors le dioxyde de carbone, le CO2, que tout le monde connaît plutôt bien, représente 13%, ou on devrait presque dire que 13% des gaz à effet de serre émis par l'agriculture en France. Donc ça correspond à tout ce qui est consommation d'énergie, donc fuel, gaz, électricité. Et donc concrètement, sur une exploitation, ça va être la consommation des engins agricoles, des serres chauffées, des systèmes d'irrigation, des bâtiments d'élevage, etc. Ensuite, on a le méthane, CH4, qui a un pouvoir réchauffant global, PRG, 25 fois supérieur à celui du CO2. Donc quand on le convertit en CO2 équivalent,
ça va représenter 45% des gaz à effet de serre émis par l'agriculture en France. Et ce gaz-là, on va le retrouver lors de la fermentation entérique des ruminants ou au moment du stockage des effluents. Et enfin, on a le protoxyde d'azote, N2O, qui a un pouvoir réchauffant global 300 fois supérieur à celui du CO2. Donc, quand on le convertit en CO2 équivalent, vous comprenez que chaque gaz à effet de serre, en fait, on les convertit en CO2 équivalent, va représenter 42% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture en France. Et donc, ce gaz-là, on va le retrouver au moment des épandages d'engrais azotés minéraux, au niveau des effluents d'élevage et également liés aux résidus de culture. Alors, sur la droite de la slide, on voit un histogramme qui vous montre la répartition, la proportion de ces gaz à effet de serre selon les postes d'émission de gaz à effet de serre. Et si on prend la première barre de l'histogramme, les apports d'azote sur les sols agricoles, en fait, on se rend compte que c'est principalement du protoxyde d'azote qui va être émis. Et c'est un gros poste d'émission, comme vous pouvez le voir. Les autres gros postes sont liés à la fermentation entérique. On a également les effluents d'élevage et la consommation d'énergie pour les émissions directes. En émissions indirectes, on a la fabrication d'engrais azotés, parce que la production d'engrais azotés en fait consomme énormément de CO2 et un peu dégage aussi du protoxyde d'azote. Et on a également d'autres postes d'émissions liés à la production d'énergie ou aux autres intrants comme les produits phyto, la fabrication de matériel, etc., mais qui finalement sont assez anecdotiques quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre sur les exploitations agricoles. Mais les agriculteurs stockent tout de même beaucoup de carbone dans leur culture, non? Alors, effectivement, il y a souvent des confusions faites à ce niveau-là. C'est très important de ne pas confondre captage du carbone par la plante et séquestration du carbone dans le sol. Donc si on repart d'une plante, comme vous le voyez sur la diapositive, donc tout le monde sait qu'une plante va capter du CO2 de l'atmosphère pour relarguer du dioxygène toujours dans l'atmosphère, et elle va se servir de ça pour créer ses parties aériennes, souterraines et créer la biomasse. Donc, quelque part, effectivement, on pourrait se dire le carbone, quelque part, est piégé dans cette biomasse. Sauf qu'en fait, vu que nos cultures sont récoltées, transformées, consommées, le CO2, enfin le carbone qu'elles contiennent, va être très vite, sur l'échelle de temps, être relargué dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que l'impact sur le réchauffement climatique va être négligeable ou ne va pas être significatif. Donc en fait, on ne va pas vraiment s'intéresser à ce type de piégeage qui est beaucoup trop court-termiste. Ce qui va nous intéresser réellement, c'est tout ce qui va être restitution des résidus de culture ou racinaires au sol. Et le fait de laisser ces résidus se décomposer et se transformer en carbone organique. Parce que c'est véritablement ce carbone organique présent dans le sol qui va nous intéresser, parce que là, il va être piégé pour du très long terme. Et ce qu'on va appeler séquestration, en fait, c'est cette capacité qu'ont les plantes à capter du CO2 de l'atmosphère pour le restituer au réservoir qui est le sol. C'est ce qui est modélisé par la flèche jaune. Et donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est de venir gonfler ce réservoir de carbone organique dans le sol. Et pour ça, on peut avoir d'autres pratiques qui vont contribuer à ça. Tout ce qui est autre apport de matière organique via des amendements ou des couverts végétaux qui vont venir augmenter la quantité de carbone organique du sol. Merci Alice et je passe maintenant la parole à Virginie qui va détailler pour nous le travail mis en place par Bayer sur des fermes de référence autour de la valorisation carbone. Virginie, c'est à vous. Merci, bonjour. En effet, afin d'avoir des références concrètes sur les émissions et le stockage de carbone, nous avons travaillé avec des agriculteurs, donc les agriculteurs des fermes de référence, que vous voyez sur la gauche de la slide. Donc les exploitations de ce réseau expérimentent en fait des outils et des innovations pour mieux gérer les cultures ou pour respecter les milieux naturels. Leur mission, c'est vraiment d'être dans le concret face aux enjeux de la durabilité, qu'ils soient sociaux, environnementaux et économiques. Et donc, les solutions testées sur ces fermes sont systématiquement replacées dans le cadre de l'exploitation afin de vérifier la viabilité économique, environnementale et sociale. Donc, chaque agriculteur reste vraiment maître des actions mises en place. Et donc, les 8 fermes ont accepté de travailler sur cette thématique carbone avec Bayer. Donc, nous vous présentons aujourd'hui la synthèse des résultats sur les 6 exploitations qui ont des grandes cultures. Donc, on a 5 exploitations grandes cultures et une exploitation polyculture élevage. Donc, nous avons travaillé avec AgroSolutions qui a réalisé en 2020 un diagnostic initial. Donc, on a vraiment une photographie à l'instant T0 de l'empreinte carbone de ces 6 exploitations. Donc, à partir des outils bilan carbone pour les émissions et Simeos AMG pour la dynamique de stockage de carbone dans le sol. Voilà. Et fort de ce premier bilan, chaque agriculteur a identifié ensuite des leviers pertinents à mettre en place sur son exploitation et une simulation de leur impact sur les émissions
et sur le stockage de carbone a été faite, et donc cela, ça a été fait à l'été 2021. Voilà, et je vais vous présenter maintenant ce que ça a donné. Alors, en ce qui concerne les émissions, tout d'abord, donc là, c'est le bilan carbone, hein, donc ça concerne la totalité de l'exploitation. Le périmètre du bilan carbone prend en compte toutes les émissions qui sont associées à l'activité de l'exploitation agricole, hein, donc les matières premières, tous les intrants qui sont nécessaires au fonctionnement de l'exploitation. Les émissions directes et indirectes, donc liées à l'énergie ou hors énergie, on le verra sur l'exploitation. Dans notre cas, dans le cadre de notre étude, les émissions liées aux frais de sortant, à l'utilisation des produits vendus ou alors des emballages ont été retirées dans le cadre de notre étude. On s'est vraiment focalisé sur ce qui se passait sortie exploitation. Donc vous retrouvez sur ce graphe donc les 5 exploitations en grande culture, voilà les 5 premiers histogrammes, et l'exploitation en polyculture élevage. Donc la SAU et les principales cultures sont indiquées en dessous de chaque diagramme. Donc pour nos 6 exploitations, au niveau du bilan carbone, donc les émissions varient en fait entre 2,8 et 7,9 tonnes de CO2 par hectare. Alors on est ici passé en base 100 hein, afin de pouvoir comparer le poids relatif de chaque catégorie d'émissions. L'objectif n'était en effet pas du tout de comparer les exploitations entre elles sur la valeur absolue de leur bilan, mais bien de voir la part de chaque poste et surtout d'identifier les marges de manœuvre. Donc, si on s'intéresse à ces graphes, hein, en partant donc, du bas vers le haut, donc en vert, sur nos exploitations en grande culture, on remarque tout de suite le poids de la fertilisation azotée. Ce poste fertilisation représente en effet 78 à 86% de l'empreinte de chacune. Donc, ça fait bien le lien avec ce que disait Alice tout à l'heure, hein, ça correspond à une grosse partie des émissions de l'agriculture. Donc, cette partie verte se divise en 2 parties. En vert clair, on a l'empreinte de la fabrication des engrais, qui est en effet très coûteuse en énergie. Mais surtout, en vert foncé, on voit les émissions de protoxyde d'azote, voilà, une fois ces engrais épandus. Donc, ce fameux N2O, dont le pouvoir de réchauffement global est près de 300 fois supérieur au CO2. Voilà. Donc à noter quand même, donc là je le focalise hein, sur les engrais, ce poste d'émission N2O comprend aussi les émissions liées à la décomposition des résidus de culture, mais dans une bien moindre mesure. Ensuite, bien en bleu, on a donc voilà, pour un poids de 10 à 15%, donc ça c'est le poids de tout ce qui est combustible et électricité. Donc ça concerne le GNR, l'électricité, mais ça prend aussi bien évidemment en compte tout ce qui va être énergie dépensée pour les travaux réalisés par des tiers. Voilà, donc si on fait appel à un ETA, c'est pris en compte, il y a des facteurs d'émission qui le calculent. Voilà. Ensuite, on rentre dans des tout petits chiffres en fait, hein, qui représentent très peu finalement dans le bilan carbone. Donc en violet, on retrouve les intrants, les autres intrants, hein, donc les semences, les phytos, l'aliment du bétail et en fait, d'une manière générale, tout ce qui va être nécessaire au fonctionnement de l'exploitation. Donc on retrouve aussi ici l'entretien du matériel, la réparation, les assurances, les services bancaires. Donc ça représente en fait entre 2 et 4% des émissions pour des fermes en grande culture. Alors un peu plus, on le voit en violet pour la ferme en polyculture élevage, car on retrouve en fait les aliments du bétail dans cette catégorie-là. Ensuite, en rouge, alors dans la même catégorie, on retrouve les émissions de méthane et de gaz réfrigérant. Donc le méthane, alors là on le voit vraiment en gros sur la ferme élevage, hein, donc il représente 58%, sans surprise, des émissions de la ferme en polyculture élevage, voilà, avec son pouvoir de réchauffement global 25 fois supérieur au CO2, c'est évident. On peut aussi noter sur la ferme d'Eure-et-Loir, on voit cette catégorie 4%. Alors ça, c'est lié en fait au fluide réfrigérant. Donc là, en l'occurrence, c'est un frigo et ça correspond au changement du gaz réfrigérant cette année-là. Alors ça peut aussi, dans certains cas, correspondre à une fuite. Et en fait, là, même des quantités qui peuvent paraître infimes peuvent représenter rapidement un petit poids, mine de rien, parce qu'en fait, le pouvoir de réchauffement global de ce type de gaz et pour le coup des milliers de fois supérieur au CO2. Voilà, donc ça mérite d'être souligné. Voilà, et puis les 2 dernières catégories, on retrouve les immobilisations, donc avec les bâtiments, le matériel agricole, hein, donc tout ce qui va être tracteur, matériel d'irrigation, etc. Et puis bon, qui est calculé en fonction de leur durée d'immobilisation. Et en fait, enfin le fret entrant, donc pour acheminer tous les entrants sur l'exploitation, donc qui là sont calculés en fonction de la distance entre le lieu d'achat et l'exploitation. Voilà pour les émissions. En ce qui concerne le stockage maintenant,
Donc là, on est toujours dans l'étude, la photographie à l'instant T, hein. Donc cela a été fait avec l'outil AMG. Donc c'est un outil de simulation des flux de carbone, hein, qui sont basés sur le modèle AMG de l'INRA. Donc il calcule des entrées annuelles de carbone, donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ce qui va être les résidus de culture, des couverts végétaux, des amendements, et les pertes de carbone du sol. Donc ça, c'est vraiment en fonction des caractéristiques du sol, hein, des conditions climatiques et du travail du sol. Donc ça va simuler en fait l'état organique du sol dans les couches travaillées ou non travaillées du sol. Voilà, donc nous avons considéré la couche 0,30 cm dans l'étude et on s'est placé ici à l'échelle du système de culture. Donc, parmi les exploitations que nous avons étudiées, en fait, nous sommes retrouvés face à deux types de sols. Il y avait des sols stockants ou des sols déstockants. Donc, en l'occurrence, pour les exploitations étudiées, ça a varié de moins 0,33 tonnes de carbone par hectare et par an à plus 0,33 tonnes. Ce qui fait que si on convertit cela en équivalent CO2, hein, parce qu'en fait, une tonne de carbone organique correspond à 3,7 tonnes initiales de carbone. Alors, que peuvent faire concrètement les agriculteurs à l'échelle de leur exploitation? Justement, nous allons découvrir une vidéo dans laquelle un agriculteur de la Somme va nous détailler les mesures prises chez lui pour stocker le CO2. Je m'appelle Hervé Ménard, on est dans la Somme, près d'Amiens. On est dans une ferme classique de la Picardie, à grande culture, beaucoup de cultures industrielles et agriculture de conservation. Le carbone, ça participe directement à la fertilité du sol. Donc ça, c'est pour moi, en tant que paysan et agronome, c'était rassurant de voir au final que mon bilan carbone était quasiment près de l'équilibre. J'étais surpris parce que mon assolement n'est pas favorable au stockage du carbone. J'ai presque la moitié qui est composée de betteraves et de pommes de terre. Donc mes seules sources de carbone sont les cultures intermédiaires et les céréales, plus les apports externes, fumier ou compost. J'utilise des fientes de poule qui sont assez neutres en termes de bilan carbone, alors que pour mes collègues qui ont uniquement des engrais chimiques, le bilan carbone n'est pas favorable. Le carbone, à l'origine, moi, ça ne me préoccupait pas tellement. Moi, ce que j'attendais, c'était le développement de la vie du sol. Avec mes étudiants, on fait des piégeages depuis une quinzaine d'années. Donc, une zone naturelle, un genre pâture, et la parcelle qui est juste à côté, à 20 mètres de la pâture. Et depuis 15 ans, j'ai toujours plus de lombriques dans la parcelle cultivée que dans la pâture. C'est la richesse du sol que d'enrichir le sol en carbone. Donc, s'il y a un marché qui se développe parallèlement à ça, tant mieux. Parce que ça va dans le bon sens pour l'environnement et ça va dans le bon sens pour la fertilité du sol. J'espère que les gens qui sont déjà dans cette démarche depuis très longtemps ne vont pas être pénalisés parce que en fait, notre marge de progression elle est quand même beaucoup plus réduite que quelqu'un qui n'a jamais fait d'efforts dans ce domaine. Ça va être toujours développer les cultures intermédiaires, mais je suis déjà au taquet. Là, pour améliorer le bilan carbone, les leviers, j'en ai plus beaucoup en fait. C'est de continuer sur les matières organiques, en amener plus. Ça, c'est un levier, mais qui est coûteux. Et il va falloir pousser le cessurène, c'est-à-dire les laisser mûrir de manière à ce qu'elles aient plus de carbone que d'azote. Ça sera moins facilement digérable par la faune du sol, mais comme il y a une faune très dynamique, j'espère que ça n'aura pas d'incidence négative en termes de fertilité du sol. Mais on partira vers un stockage de carbone plus important. À chaque fois qu'on travaille le sol, on va favoriser la minéralisation. Qui dit minéralisation dit perte de carbone du sol. Le meilleur levier pour stocker du carbone, c'est de travailler le moins possible le sol. Avant, on avait des fermes avec de l'élevage, donc on apportait régulièrement du fumier. Ici, ça fait 40 ans qu'il n'y a plus d'élevage. Donc cette partie restitution, elle est un peu perdue. Donc l'idée, c'est de toujours investir dans l'organique pour entretenir la vie du sol et le stockage du carbone. L'agriculture d'avenir, c'est celle où on ne consomme que les intérêts et pas le capital. Nous allons justement vous présenter maintenant ce que nous avons
retenu avec Hervé comme levier sur son exploitation, parce que donc on a effectivement trouvé des leviers de réduction ou de stockage supplémentaires. Donc il y a déjà des leviers qui concernent en fait le changement, donc pour la réduction d'émissions d'abord. Donc voilà, en ce qui concerne les émissions, comme vous le voyez. Donc il y a une réflexion sur la modification de l'assolement au profit du maïs. Donc, soit en remplaçant, par exemple, 15 hectares de blé par du maïs, ou en réduisant la fréquence de blé au profit du maïs. Et puis, on a aussi testé un scénario au profit de l'escourgeon. Voilà, donc sur une parcelle de 6 hectares. Donc, en fait, le fait que le maïs et l'escourgeon sont plus économes en fertilisation azotée, voilà, on verra un lien sur la réduction d'émissions. Il y a aussi donc le changement de la forme azotée, donc qui est de considérer un remplacement de la solution azotée de 39% par de l'ammonitrate 27 en dernier rapport. Donc là, un apport de 50 unités d'azote sous forme d'ammonitrate. Donc l'utilisation d'ammonitrate permet en effet d'émettre beaucoup moins de CO2 que les solutions azotées, parce que lors de sa fabrication, il va être beaucoup moins coûteux en énergie, parce que les solutions azotées liquides sont souvent composées d'urée et d'ammonitrate. Donc il y a la production d'urée à considérer en plus, donc qui émet beaucoup plus de gaz à effet de serre. Et enfin, donc l'enfouissement des apports minéraux avant le semis de betterave. Donc là, on considère l'enfouissement dans les 12 heures de 80 unités d'azote par hectare. Voilà, et donc l'ensemble de ces leviers sur les émissions permet d'atténuer, on voit encore 74 tonnes de CO2 par an, donc de diminuer les émissions encore 16%. Voilà, donc il a encore des marges de manœuvre. En termes d'augmentation du stockage dans les sols, donc le levier là, c'est d'implanter 1 km linéaire de haies, mais il faut quand même compter le stockage supplémentaire qui est en fait permis par l'introduction du maïs, qui lui, en fait, dans les premiers leviers, qui permet en fait une restitution accrue des résidus de culture au sol. Voilà. Et donc au final, avec ces leviers-là, ça permet de stocker 16 tonnes, donc en équivalent CO2 supplémentaires par an, donc soit plus 5%. Donc voilà, on voit que sur l'exploitation d'Hervé, qui a déjà un bilan très performant, ça permet encore d'atténuer l'empreinte de 90 tonnes équivalent CO2 par an, donc ce qui représente, vu que c'était déjà faible, 63% de diminution. Voilà, puis avec une hypothèse de 30 € la tonne de CO2, cela pourrait représenter un gain de 2670 € par an. Voilà, je vais vous présenter également donc, le résultat sur une deuxième exploitation, donc, qui se situe en Eure-et-Loir. Donc là, en termes de réduction d'émissions, on a donc également un changement de forme d'azote. Donc là, l'idée, c'est de substituer la solution azotée du 3e apport sur blé par de l'ammonitrate 27 à nouveau, donc là avec un apport de 60 unités d'azote par hectare. Et puis l'introduction de légumineuses dans la rotation. Donc des lentilles dans les sipons, donc sur 99 hectares, ce qui permet de réduire la fertilisation, et l'intégration de 5 hectares de pois en substitution au blé dur. Voilà, et ces trois leviers-là permettent d'atténuer 69 tonnes de CO2 par an, donc soit moins 8,6% sur la partie émission. Donc en fait, les postes d'épandage des engrais et de fabrication sont vraiment les principaux postes impactés par ces leviers, de par la réduction de quantité totale d'azote apportée sur le système, et la hausse de la surface de légumineuses, et puis la réduction de la dose azotée sur les cultures d'orge de printemps et de blé tendre. En termes d'augmentation de stockage dans les sols, les deux leviers étudiés, ça a été d'augmenter la quantité de biomasse par les couverts, donc à savoir ne pas détruire les repousses derrière le colza avant les cultures d'hiver, donc ce qui permet d'apporter 0,5 à 1 tonne de matière sèche par hectare, et puis d'augmenter la restitution de biomasse des cultures principales. Donc là, c'est d'intégrer 10 hectares de maïs en substitution au blé. Voilà. Et ces deux leviers-là permettent de stocker 8 tonnes équivalent CO2 par an, donc 3,5% de plus. Donc sur l'exploitation, ça permet d'atténuer l'empreinte globale de 77 tonnes équivalent CO2, donc soit moins 12,2%. Et toujours avec une hypothèse de 30 € la tonne de carbone, cela représente un gain de 2310 €. Pour quand même faire une synthèse sur les leviers les plus intéressants pour réduire et stocker du carbone, parce que c'est vrai qu'on a étudié tous ces leviers en combinatoire en fait. Il est en effet difficile d'isoler l'impact de chaque levier en termes d'empreinte carbone. Ces leviers sont en effet interdépendants, et c'est pour ça qu'il est important
d'avoir une stratégie globale adaptée à chaque système de culture, il faut vraiment aborder la totalité des interactions entre les différents leviers. Par exemple, quand on a vu le remplacement d'une partie des surfaces de blé par du maïs, eh ben, ils sont plus économes en fertilisants azotés, donc ça a permis de réduire les émissions, mais ça a aussi permis d'améliorer la dynamique de stockage de carbone dans le sol par la restitution accrue de biomasse au sol. Pareil, l'introduction de légumineuses dans la rotation en remplacement d'une culture fortement fertilisée peut, pour le coup, entraîner un déstockage de carbone dans les sols. Voilà, donc ils sont vraiment tous interdépendants. Et puis, il faut savoir aussi que chaque levier n'aura pas le même effet selon les exploitations, notamment par rapport aux pratiques actuelles. Des fois, il y a plus ou moins de marge de progrès. Elles ne sont pas les mêmes sur tous les postes. Et enfin, certains leviers sont beaucoup plus pertinents, que ce soit d'un point de vue agronomique ou financier d'ailleurs, chez certains agriculteurs que chez d'autres. Ceci dit, on peut quand même dégager des leviers qui ont un poids important. Les meilleurs leviers pour stocker, ça reste d'augmenter les intercultures, donc favoriser les cultures de printemps pour pouvoir mettre des couverts végétaux, et d'insérer des légumineuses dans la rotation comme culture principale. Alors, même si ce n'est pas évident, j'en conviens. Et les meilleurs leviers pour réduire les émissions, donc ça va être tous les leviers qui permettent de réduire les quantités d'azote minéral appliquées sur les sols, donc à savoir le changement de la forme d'azote et le fait de modifier sa rotation, voilà, de remplacer le blé par le maïs comme on l'a vu. Comment l'agriculteur valorise-t-il ses gains carbone concrètement? Alors, très bonne question, effectivement, que tout le monde se pose, je pense. Donc, il existe 2 grands schémas de valorisation. Donc, à l'écran, vous voyez le premier schéma, donc, qui consiste à s'inscrire sur le marché volontaire du carbone. Donc, dans ce schéma-là, en fait, on a 3 grands types d'acteurs. On a les agriculteurs, d'une part, qui vont chercher à vendre leurs tonnes d'équivalent CO2 qui vont avoir atténué grâce aux pratiques bas carbone, qui vont chercher donc à vendre ces tonnes-là à des industriels ou des entreprises qui ont un bilan carbone un peu trop excédentaire et qui vont chercher à compenser leur bilan carbone. Donc là, on va vraiment parler d'achat et de vente de crédits carbone. Et au milieu, on va trouver des intermédiaires divers. Alors ces intermédiaires, on en voit se créer et apparaître sur le marché français assez fréquemment. Il y en a quasiment un nouveau chaque mois en ce moment. Et ces intermédiaires, en fait, vont proposer aux agriculteurs un référentiel, donc une méthode de calcul pour calculer justement ces gains carbone. Donc ça peut être par exemple la méthode de calcul du label bas carbone proposée par le gouvernement français et publiée cet été. Donc ça, c'est une méthode vraiment purement franco-française. Mais sachez qu'il existe d'autres méthodes de calcul internationales comme celle proposée par Gold Standard ou Vera. Et donc, une fois ce référentiel choisi, cet intermédiaire va également avoir besoin d'avoir recours à un organisme certificateur qui, en fait, va aller auditer les pratiques, enfin les agriculteurs pour s'assurer que les pratiques ont bien été mises en place, qu'elles sont bien maintenues dans la durée et ça va permettre de certifier, en fait, les tonnes de CO2 atténuées ou épargnées. Et ce qui va également, du coup, rassurer les acheteurs de crédits carbone sur le fait qu'ils achètent bien des tonnes de CO2 atténuées. Et le troisième point, alors c'est pas un point obligatoire parce qu'en fait, par défaut, toute la saisie des données va se faire de manière manuelle et sur une base déclarative. Donc ça s'annonce comme étant quelque chose d'assez rébarbatif et chronophage pour les agriculteurs. Donc en ce moment, on voit apparaître des outils dits de MRV pour Monitoring, Reporting et Verification, ou Verification en anglais. Donc ces outils sont encore très peu fréquents, mais il y en a plusieurs qui sont en cours de développement et on va voir que c'est sur cet aspect-là, nous, que Bayer, on se positionne en essayant de développer ce type d'outils. On a une deuxième voie de valorisation qui consiste à valoriser les pratiques bas carbone via les cahiers des charges. Donc en fait, dans ce schéma-là, on va véritablement s'inscrire dans la chaîne d'approvisionnement et en fait, ça va être un contrat passé entre les industries de transformation en aval qui émettent du carbone, des gaz à effet de serre et qui vont chercher à inciter leurs fournisseurs et notamment les agriculteurs, parce que les agriculteurs, vous l'avez compris, vous avez un super pouvoir qui est de stocker du carbone dans les sols en plus de réduire vos émissions et qui va donc inciter les agriculteurs à mettre en place des pratiques bas carbone via des primes qu'on pourrait dire des primes à la tonne de grains bas carbone ou à la tonne de carbone stocké dans le sol ou à la tonne d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus flexible et modulable que ce qu'on peut voir sur le marché volontaire du carbone où les choses sont beaucoup plus normées et beaucoup plus comptabilisées, etc. Alors c'est aussi comptabilisé dans la partie valorisation via les cahiers des charges, mais c'est vraiment un contrat et une discussion qui a lieu entre les différentes parties prenantes de ce contrat, donc au sein d'une même chaîne d'approvisionnement.
Alors concrètement, quand je suis un agriculteur, comment je le fais? Alors la première étape, c'est de calculer, son empreinte actuelle, donc de son exploitation, ce qui va nous donner un premier référentiel, donc avec, comme information, la quantité de gaz à effet de CO2, émis et la quantité de CO2 stocké déjà dans le sol ou, déstocké, hein, ça dépend des profils, des exploitations agricoles. Ensuite, suite à ce diagnostic initial, ils vont vous être proposés des leviers, bas carbone que vous pourrez choisir de mettre en place ou non. Et en fonction, en fait, de votre diagnostic et des leviers qui pourraient être intéressants, ça va vous permettre de calculer un gain possible en CO2. Et ensuite, donc du coup, si c'est intéressant, on va pouvoir, lancer un projet bas carbone qui va commencer avec le T0 qui va correspondre au diagnostic initial et le T1, donc la fin du projet. En général, actuellement, c'est des projets de 5 ans, et qui vont permettre de, certifier un certain, volume de CO2 qui va être épargné. Ça va correspondre à la surface entre, la courbe verte et la courbe rouge. Et donc, une fois que ça c'est établi, vous pouvez, enfin ça c'est fait via des simulations et si, vous jugez que c'est intéressant, bah, ça vous laisse, l'opportunité de mettre en place ces pratiques bas carbone et ensuite de vendre ces tonnes de CO2 épargnées. Alors concrètement, nous, chez Bayer, comment on se positionne sur ce marché du carbone? Alors en fait, on a 2 grands axes de travail. Le premier consiste à développer un outil dit de MRV, comme je vous le disais, plus tôt, dans la présentation. C'est un outil qui permettra d'être précis et fiable par rapport, aux informations qui vont être enregistrées et qui va faciliter l'acquisition de données, pour les agriculteurs en suivant, de manière très, fine les pratiques, mises en place sur l'exploitation et ce qui va permettre de calculer les gains en CO2 équivalent, de manière, très, pratique, rapide et précise. Et pour ça, on va s'appuyer sur, notre outil, Climate Field View que vous connaissez peut-être, déjà il est déjà disponible sur le marché. Par contre, le module carbone, enfin la composante qui va permettre de calculer ces gains carbone, elle, n'est pas encore disponible, elle est en cours de développement. Notre deuxième grand axe de travail, va consister à mettre en application les leviers bas carbone dans nos fermes de référence. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser la faisabilité, la praticité pour l'agriculteur quand il va mettre en place ces leviers bas carbone, et on va en profiter pour, regarder l'impact sur les rendements, pour estimer également le coût financier de ces différents leviers, pour in fine, pouvoir analyser la rentabilité et pourquoi pas définir un prix plancher au-dessus duquel, en dessous duquel ça ne serait pas rentable de mettre en place ces pratiques bas carbone pour les agriculteurs. Pour information, donc on va mener ces expérimentations dans nos fermes de référence en France, mais c'est un projet européen. On va également mener des expérimentations dans d'autres pays en Europe, en Allemagne, en Ukraine, en Belgique, en Espagne, au Danemark et en Grande-Bretagne. Merci beaucoup Alice. Virginie, je crois que vous nous avez préparé un document qui reprend les points clés à retenir. Oui, merci. C'est juste en synthèse, hein, en guise de conclusion, un petit récap. Donc on a vu que, alors concernant les émissions, donc les 3 postes principaux, hein, sont l'épandage des engrais minéraux, leur fabrication et dans une moindre mesure les énergies utilisées sur l'exploitation. Par conséquent, les meilleurs leviers de réduction concernent bien évidemment la gestion de l'azote. Concernant le stockage, les leviers les plus efficaces sont donc l'introduction de légumineuses dans la rotation, l'implantation de couverts végétaux et la restitution des résidus de culture. Alors, face à tout ça, il est bien sûr pas facile de savoir par quel bout commencer. La réalisation d'un diagnostic initial constitue vraiment la première étape d'un projet, hein. Cela permet de savoir où l'on se situe et où surtout des gains carbone sont envisageables. Et enfin, concernant la valorisation de tous ces efforts, donc il existe 2 possibilités. Le marché volontaire du carbone, donc avec la vente de crédits carbone, et puis au sein de la chaîne d'approvisionnement, donc via des primes liées à un cahier des charges spécifique qui récompense les pratiques bas carbone. Voilà. Donc notre objectif chez Bayer, c'est de rendre l'accès à ce marché le plus simple possible, donc en développant un outil de MRV qui automatisera l'acquisition de données et en étudiant l'impact des pratiques bas carbone sur les rendements et sur la rentabilité des exploitations. Merci beaucoup Virginie. On va tout de suite commencer donc par l'interrogation de Stéphanie qui nous dit les émissions sont calculées à l'échelle de la rotation. Enfin, c'est une question. Les émissions sont-elles calculées à l'échelle de la rotation? Si c'est le cas, c'est vraiment lié à l'assolement?
Oui, alors on a bien calculé ça donc sur les 3 dernières années de pratique de nos exploitations et sur toute la rotation et on l'a vu, oui, c'est bien lié à l'assolement parce qu'effectivement, quand on fait quelques modifications, on a des gains, ouais. Oui, j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur le niveau d'émission globale des exploitations en question. Peut-être quelqu'un qui n'a pas eu l'information. Alors, juste, nous, voilà, les émissions qu'on a calculées, là, elles varient entre 2,8 et 7,9 tonnes de CO2 par hectare. Après, l'objectif, c'était pas vraiment d'avoir le niveau d'émission en tant que tel, c'était vraiment de voir les améliorations sur on va dire le périmètre qu'on avait pris et de comparer la structure en fait de ces gros postes d'émission dans chaque exploitation. Parce qu'effectivement, on n'a par exemple pas pris tout ce qui était en aval de l'exploitation. Donc le chiffre en tant que tel en lui-même n'est pas forcément le plus intéressant pour nous. Alain nous demande si les résidus émettent autant de protoxyde d'azote selon qu'ils sont enfouis ou laissés en surface. Il pense au semi-direct. Effectivement, si on a un enfouissement, on va pouvoir atténuer les émissions. Oui, quand on considère le poids du N2O, au même titre que l'enfouissement de l'engrais. Ouais. Merci Virginie. Et est-ce que l'exportation des plantes entières, c'est une question intéressante, pour un méthaniseur, finalement, c'est décarbone le sol? Ah oui, oui, de fait, tout à fait. Ouais. Ça fait Ouais. partie des éléments à prendre en compte quand on installe un méthaniseur. Ouais. Valentin nous demande d'où vient le prix de 30 € par tonne de CO2. Alors en fait, ce prix-là, c'est le prix observé par les organismes ou plateformes qui proposent pour le moment d'acheter des tonnes de CO2 équivalents aux agriculteurs. Donc par exemple, on a Sol Capital, eux, ils rémunèrent à 27,50 € minimum la tonne de CO2. On a Sisfarm qui est à 30 €. Voilà. Mais c'est des premiers prix annoncés et ces prix à la tonne de CO2 atténuée sont censés augmenter au cours du temps puisque les projections annoncent que la demande en tonnes de CO2 équivalent par les industries qui ont des bilans en carbone à compenser devrait augmenter. Donc on s'attend normalement à ce que ce prix augmente. Certaines projections annoncent qu'elle pourrait monter jusqu'à 80 à 100 € la tonne de CO2. Parce que justement, Fabrice réagit et nous indique que sur investing.com, la tonne de carbone est à 57,80. Il faut voir si c'est le prix à l'achat ou à la vente. Parce que quand on rémunère par exemple des agriculteurs à 30 € la tonne de CO2 atténuée, ça veut dire que les acheteurs de ces mêmes tonnes de CO2 vont les acheter un petit peu plus cher. Donc effectivement, à l'achat pour les industriels, c'est plus autour de 40 €, 50 € actuellement. Oui, ce qui peut expliquer le différentiel. Luc nous demande quelle est la sensibilité du stockage aux aléas climatiques, sécheresse, excès d'eau. Alors effectivement, du coup, l'intérêt justement d'avoir des couverts végétaux et de ne jamais laisser ces terres à nu, c'est c'est en fait d'entretenir la vie du sol. Et quand on a des aléas climatiques type grande sécheresse ou inondation, en fait, ça va soit noyer complètement, soit tuer complètement la macrofaune et même la microfaune du sol. Et dans ce cas-là, en fait, il y aura plus cette action de stockage du carbone. Parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que c'est les micro-organismes du sol qui sont les vrais stockeurs, on va dire, de CO2. Alors, on a bien vu que l'empreinte carbone pouvait se mesurer à l'échelle de l'exploitation, mais on a vu au travers des travaux que vous avez menés sur les exploitations dans diverses régions de l'Hexagone. Mais pour l'agriculteur, de quels moyens dispose-t-il? Est-ce qu'il existe des outils diagnostiques à sa disposition? Pour calculer l'empreinte, Ouais. alors ça va beaucoup passer par des prestataires qui vont faire ces calculs-là parce que ça va nécessiter un logiciel de simulation pour la partie stockage, parce qu'on simule des flux de carbone. Donc on ne va pas avoir des outils de diagnostic instantané. Je pense qu'à chaque fois, il faut passer par un prestataire. Oui, c'est basé sur des modèles existants. Voilà, il y a beaucoup d'outils en développement. Mais effectivement, oui, on n'a pas pour l'instant de diagnostic très allégé et qu'on peut faire tout seul. Alors, en ferme d'élevage avec méthanisation des effluents ou en ferme céréalière avec des cultures, est-ce un levier positif? Grégory, je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Peut-être que Virginie ou Alice la comprennent. En ferme d'élevage avec Ouais. méthanisation des influents ou en ferme céréalière avec des cultures, est-ce un levier positif?
Eh ben, en fait, tout va dépendre de la pratique actuelle de l'exploitation. Justement, là, sur la ferme élevage, il y a un projet de méthaniseur et en l'occurrence, les digestats vont remplacer du fumier. Donc là, ben, effectivement, on a un impact très positif du méthaniseur sur une partie du bilan carbone, il n'y a pas de souci. Par contre, vigilance à avoir parce que ça a amené un léger déstockage au niveau de certaines parcelles qui, en fait, précédemment, avaient du fumier. Mais sur d'autres parcelles où il y avait de l'engrais minéral, eh ben non, là, en l'occurrence, c'est plutôt positif de mettre le digestat. Donc c'est pour ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, chaque levier a pas du tout les mêmes effets selon les exploitations. Il faut vraiment partir du T0. Et selon quelle méthodologie seront réalisés les bilans carbone avec l'outil MRV développé par Bayer? Alors, très bonne question. C'est pas encore complètement déterminé. On est en train de tester plusieurs types d'outils et de les comparer entre eux. Donc, on essaye le Cool Farm Tool développé par le Cool Farm Alliance, mais on s'intéresse aussi à la méthode française pour voir où sont les différences ou pas. Donc voilà, c'est pas encore complètement décidé. Donc, à voir. On aura plus d'éléments dans les mois, années à venir. Sachant qu'au-delà de l'outil, chaque outil peut se mettre en conformité d'une méthode de certification ou d'une autre. Donc c'est vrai que c'est voilà, il y a plusieurs questions, hein. Il y a l'outil de mesure, il y a la méthode et le cadre derrière de certification. Et vous avez parlé tout à l'heure, je crois que c'était Alice, de faire des expérimentations dans 7 pays, mais il n'existe aucun label européen, s'interroge François. Quels seront les calculateurs utilisés par pays? Alors, c'est une très bonne question et c'est pour cette raison qu'on teste différentes méthodes de calcul parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines méthodes sont reconnues à l'international, comme les méthodes proposées par Gold Standard, Vera ou Cool Farm Tool. Donc, c'est sûr que ces méthodes-là vont être plus pratiques, surtout pour une reconnaissance à l'international ou européenne de crédit carbone ou de certificat carbone selon le schéma de valorisation qu'on choisit. Après, il peut y avoir aussi donc des applications locales. On ne sait pas encore. Au niveau Bayer, c'est en développement et on est en train de tester les choses pour justement voir ce qui est faisable ou non. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau européen, il y a un projet de développement d'une méthode de calcul européenne annoncée par la Commission européenne et qui serait a priori publiée en 2023. Donc, à voir, pourquoi pas, si on s'aligne sur cette méthode-là ou pas. C'est vraiment trop, trop en amont pour pouvoir répondre plus précisément. Une question intéressante aussi de Bertrand qui nous demande quid des produits ou des pratiques qui modifient les coefficients isohumiques du sol? Je pense qu'on va prendre la question parce que c'est des choses auxquelles on ne s'est pas intéressé, qu'on n'a pas encore en étude. testé avec les exploitations, en fait. Voilà, c'est des leviers qu'on n'a pas testés avec les exploitations pour l'instant. Voilà, les tests vont durer plusieurs années, donc ça peut être des choses qu'on peut regarder. Mais là, on prend le point et puis on pourra vous répondre dans Bertrand, on vous le fil de répondra. questions. Ouais. On vous Voilà, on répondra vous plus tard. répondra. Alors, Eric se demande s'il est possible de mettre en place ce système en monoculture viticole, par exemple. Alors, en viticulture, la méthode publiée par le gouvernement, en tout cas pour la méthode du label bas carbone, n'est pas applicable parce c'est une méthode spécifique pour les grandes cultures. Par contre, il y a une méthode de calcul bas carbone qui va être publiée. Alors, les gens sont en train de travailler dessus, donc probablement l'année prochaine. Donc, il faudra voir ce qu'il y a dans cette méthode-là. Mais après, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas faisable en viticulture. On a d'ailleurs testé aussi ces simulations sur notre ferme de référence en viticulture et avec des résultats intéressants, mais c'est juste des leviers différents à mettre en place. Et est-ce que Bayer va proposer des financements et des accompagnements aux agriculteurs? Je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir répondre par rapport à notre positionnement à ce sujet-là. Donc là, on n'a pas de réponse particulière à Pour apporter. l'instant, on se concentre vraiment sur l'accès au marché par le calcul et par les outils, en fait. Mais voilà, on n'est pas en mesure de vous répondre pour la suite. Prématuré. Et quand Voilà. l'outil carbone de Bayer par Fieldview sera-t-il commercialisé? Est-ce qu'il est déjà dans d'autres pays?
Alors, le module carbone sur Climate Field View devrait, en théorie, être disponible courant 2023. Mais le développement est en cours, donc c'est à suivre et ça va également dépendre des méthodes considérées. Et par rapport aux autres pays, justement, il y a ce point sur les différentes méthodes de calcul qui sont utilisées dans les différents pays, qui va ralentir un peu le fait d'avoir un outil qui soit utilisable dans tous les pays ou appliqué à chacun des pays. Donc là, c'est pareil, c'est un peu tôt pour vous répondre, mais ce serait plutôt à horizon 2023. Olivier s'exprime et nous dit que l'équilibre carbone-azote est important pour le fonctionnement du sol. Et si j'augmente le carbone, je dois aussi augmenter l'azote. Oui, il faut rester sur un ratio C sur N qui est satisfaisant. Effectivement, comme le disait Hervé tout à l'heure, après, tout dépend aussi de la dynamique de la faune du sol, où on peut peut-être se permettre d'augmenter légèrement la partie carbone. Mais c'est vrai que ça, c'est encore une fois tellement au cas par cas, et il est difficile de se prononcer comme ça de manière purement théorique. Alors, une autre question, décidément, on a beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Marie-Sophie qui nous demande si un agriculteur qui, à ce jour, a une faible marge de progression en termes de stockage de carbone, il a déjà fait le maximum, est-ce qu'il sera pour autant écarté du marché volontaire du carbone? C'est une très bonne question parce que c'est un point qui avait été relevé au moment de la parution de la méthode du label bas carbone pour la France, mais également pour d'autres méthodes, c'est-à-dire le fait que des agriculteurs qui sont déjà bons élèves, on va dire, par rapport au carbone, du coup ne seraient pas rémunérés ou récompensés pour leurs pratiques. Donc en fait, ce qui a été mis en place, c'est la possibilité de se référer à une référence. Donc typiquement dans le label bas carbone, c'est la moyenne d'émissions régionales pour le même type d'exploitation. Donc si au niveau du bilan carbone, cette personne a un meilleur bilan carbone par rapport à la référence régionale, elle pourra être rémunérée sur le delta entre cette référence et son bilan à elle. Pour d'autres outils comme le Cool Farm Tool par exemple, on va prendre comme référence les pratiques effectuées par 80% des agriculteurs, c'est-à-dire que si les pratiques mises en place dans l'exploitation ont été mises en place par maximum 20% des exploitants de la région, alors elles vont être reconnues comme des pratiques bas carbone et l'exploitant sera rémunéré par rapport à ces pratiques-là. Alors, est-ce qu'on peut confirmer que le mode d'exploitation en bio, en agriculture biologique, est limitante au stockage du carbone, car l'un des buts est de produire de la biomasse et de l'exporter. Ainsi, ce système, donc le système AB, incite-t-il plus à une tendance de déstockage? Voilà. Est-ce qu'il faut trouver d'autres leviers donc pour les systèmes en bio? Alors, Parce qu'il y a deux éléments. Il y a le fait que il y a déjà le fait, oui, qu'effectivement, pour déjà ne pas déstocker du carbone par rapport au changement d'affectation des sols, c'est sûr qu'il va falloir pouvoir produire plus sur moins de surface. Voilà. Et puis aussi, effectivement, pour avoir des restitutions de biomasse. Donc, je ne sais pas dans quel sens était la question. Limitante au Après, stockage du carbone d'abord et ensuite voilà, production de biomasse. la production de biomasse en elle-même, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas ce qui va être clé dans la capacité à stocker le carbone. Par contre, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en agriculture biologique, étant donné par exemple qu'ils utilisent pas d'engrais minéral, tout ce qui est dégagement de protoxyde d'azote lié à ces épandages-là va être évité. Donc, de manière globale, c'est des exploitations, enfin des modes des pratiques qui vont être plutôt bénéfiques pour le stockage du carbone au niveau des exploitations, mais c'est pas pour autant que tous les exploitants en biologique vont être des stockeurs et qui n'ont pas des marges de progression, parce que effectivement, il y a des pratiques qui sont pas forcément imposées par le cadre de l'agriculture biologique et qui vont entraîner du déstockage de carbone. Donc, de manière globale, les agriculteurs en biologique ont tendance à être meilleurs élèves, on va dire, sur la question du carbone que les agriculteurs en conventionnel, mais c'est pas systématique et ça dépend encore une fois de l'historique des parcelles, des pratiques, du contexte pédoclimatique. Là, tu parlais des émissions pour le coup, sur la partie émissions et sur la partie stockage, peut-être des marges de manœuvre plus importantes que sur les émissions. Merci. Alors, une question de Luc très, on va dire, pas terre à terre, mais très importante parce que économique. Est-ce que les bénéfices affichés, est-ce qu'ils intègrent les coûts de certification?
Oui, dans le sens où les 30 € de la tonne intègrent toutes les démarches. En fait, les 30 € actuels annoncés par certaines plateformes intègrent ces coûts de certification. Et puis de toute manière, voilà, c'est quelque chose qui est on a pris 30 € comme ça et c'est quelque chose qui va augmenter. Donc c'est après, c'est pas les prix de vente qu'on a pris, c'est bien le prix payé à l'agriculteur intégrant toutes les étapes de certification d'une part et aussi de mise en marché. Ce qui n'est pas pris en compte, par contre, c'est le coût du diagnostic initial. Souvent, c'est en plus. Par exemple, sol capital, c'est autour de 900 € le diagnostic initial. Alors, on a des questions aussi autour des micro-organismes. Est-ce que dans le modèle, ou est-ce qu'on a intégré, envisagé des approches stockantes par le biais de l'apport de certains micro-organismes? Et si oui, lesquels? Ça, c'est pas des leviers qui sont dans la méthode, mais Ouais, un peu prématuré peut-être aussi, mais oui, c'était un peu ouais. C'est pas des leviers qui ont été retenus au niveau de l'étude qu'on a faite pour l'instant, hein, sur les exploitations. Après, pourquoi pas, hein. C'est vrai que si dans les années à venir ça se présente, l'idée c'est vraiment d'aller tester en conditions réelles ce qui peut être intéressant sur les différentes exploitations, donc les fermes de référence, j'entends. Et Pierre nous demande si les données qui sont récoltées par l'outil MRV de Bayer sont protégées. Oui, bien évidemment. Oui, c'est Oui. comme le Climate Field View qui est déjà disponible sur le marché français, assure la protection des données récoltées au sein de chaque exploitation. Très bien. Nous arrivons au terme de cet échange, chers auditeurs. Merci à tous, à nouveau, d'avoir été des nôtres. Et merci aussi à nos intervenantes, Virginie et Alice. Merci de vous être rendus disponibles. Au revoir à tous et bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.